Est-ce que tu as déjà acheté une action juste parce que tu connais la marque? KitKat, Nescafé, Purina, des produits que tu vois tous les jours et c'est exactement pour ça que beaucoup d'investisseurs achètent Nestlé en Suisse sans vraiment savoir ce qu'ils ont en portefeuille. Aujourd'hui, on change ça. On va regarder les chiffres, les ratios, on va comparer avec les concurrents directs et pour juger la qualité réelle du business, on va s'appuyer sur le cadre d'analyse que les meilleurs investisseurs au monde utilisent. À la fin de cette vidéo, tu auras une vraie réponse concrète à cette question: est-ce que Nestlé mérite une place dans ton portefeuille? Si tu veux aller plus loin avec ta stratégie d'investissement en Suisse, j'ai aussi une masterclass gratuite dans la description juste pour toi. Donc, on va commencer. Moi, c'est Darius et si tu t'intéresses à la finance, à l'investissement ou à la construction de patrimoine en Suisse, tu es au bon endroit. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et regarde aussi mes autres vidéos si c'est la première fois que tu viens de découvrir ma chaîne. J'ai travaillé précédemment en finance, en banque, dans la plus grande banque en Suisse, à Genève et à Zurich, sur les stratégies des banques privées. Il y a 3 ans, j'ai fondé eInvesting, une entreprise suisse qui se spécialise sur aider des particuliers comme toi en Suisse à avoir une vraie éducation financière et ensuite à pouvoir investir en bourse de manière autonome, en toute sécurité et vraiment adapté au cadre suisse. Si tu trouves que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, je t'invite vraiment à regarder notre site web i-investing.ch ou même de réserver un appel stratégique directement avec moi avec le lien dans la description. J'ai déjà aidé des centaines de personnes à mettre en place des stratégies personnalisées pour leur patrimoine et pour leur portefeuille. Et dans un appel avec un client ce matin, j'avais analysé Nestlé pour un client et dans cette vidéo, je vais vous partager exactement ce que je lui ai dit, s'il faut acheter l'action ou pas. Mais d'abord, il faut bien établir les bases sur l'entreprise. Alors Nestlé, basée à Vevey, fondée en 1866, c'est une des plus grandes entreprises alimentaires du monde avec environ 90 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires et une présence dans plus de 180 pays. Les marques que tu connais sûrement, Nescafé, Nespresso, KitKat, Maggi, Milo, San Pellegrino, Purina et plein d'autres, ils ont 29 de leurs marques qui font chacune plus d'1 milliard de chiffre d'affaires par an. Et c'est là le point que beaucoup de gens ratent. Nestlé, ce n'est pas juste une marque, c'est un portefeuille d'entreprise. Des boissons, de l'alimentation, de pet care, nutrition médicale, plein d'autres choses et aussi une exposition mondiale dans un seul titre. Avant même de parler de ratio, il y a quelque chose d'important à comprendre si tu investis en Suisse. Nestlé est coté sur la SIX Swiss Exchange, sur le ticker NESN, Nestlé si on veut dire comme ça, c'est en Suisse franc et son poids dans le SMI, l'indice des 20 plus grandes entreprises suisses, tourne autour de 15%, ce qui est énorme. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si tu as un ETF SMI ou SPI ou si tu as un pilier 3A, tu es probablement déjà exposé à Nestlé sans le savoir. Investir en Suisse, c'est presque toujours avoir Nestlé quelque part dans son portefeuille. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus important de comprendre vraiment cette entreprise. Mais avant de rentrer dans les chiffres, il faut comprendre dans quel contexte Nestlé se trouve aujourd'hui économiquement. Parce que c'est hyper important de comprendre. Entre 2023 et 2025, l'entreprise a vraiment traversé une période très difficile et tout commence avec une stratégie de hausse des prix pendant la période d'inflation. Ça a protégé les marges à court terme pour l'entreprise, mais le problème c'est que ça a détourné beaucoup les consommateurs. Les gens ont commencé à chercher des alternatives moins chères. Donc en 2024, la croissance organique est tombée de 7,2% à 2,2%. Et en 2025, le bénéfice net a reculé de 17%. Le cours de l'action, à peu près la moitié de son pic de 2022. Et ce n'est pas tout parce que Nestlé a eu beaucoup de problèmes opérationnels aussi. Des controverses autour de la gestion de l'eau en bouteille en France, un rappel massif de lait infantile en fin 2025 qui a touché 49 pays, décrit comme le plus grand rappel de produits de l'histoire de Nestlé
Et par-dessus de tout ça, beaucoup d'instabilité au sommet de l'entreprise. Nestlé a eu 3 CEO en moins de 2 ans. D'abord, Mark Schneider, qui dirigeait l'entreprise depuis 2017, a été poussé vers la sortie en août 2024 dans un contexte d'érosion des ventes. Il a été remplacé par Laurent Freixe, qui a été licencié en septembre 2025 après une enquête interne sur une relation avec une subordonnée directe ou quelque chose comme ça. Et ensuite, c'était Philippe Navratil qui prend les rênes aujourd'hui, qui l'a remplacé encore. Donc 3 CEO en 2 ans. Pour une entreprise de cette taille, c'est vraiment une anomalie et ça donne beaucoup plus d'instabilité dans le marché. Navratil, le CEO aujourd'hui, est un vétéran de Nestlé. Il est entré dans l'entreprise en 2001. Il a construit toute sa carrière dans le café, Nescafé au Mexique, la stratégie globale café. Et juste avant d'être CEO maintenant, il dirigeait Nespresso. Sa feuille de route est maintenant de couper 16 000 postes sur 2 ans, réduire les couches hiérarchiques. Et le plus important, c'est qu'il veut relancer la croissance de l'entreprise par des volumes plutôt que par des prix. Il a lui-même dit dans une interview, Nestlé n'est pas habitué à des temps aussi turbulents. Et c'est vrai. Mais la vraie question qu'on doit se poser avant d'investir, c'est est-ce qu'on est face d'une opportunité ou est-ce qu'il y a encore de la douleur à venir pour Nestlé? Et c'est exactement ce que je vais essayer de montrer dans cette vidéo. Donc là, on entre dans les chiffres et avant de commencer, je veux expliquer quelque chose d'important sur la méthode qu'on va utiliser et la méthode qu'on utilise en finance. Tout au long de cette partie, on va comparer Nestlé à des entreprises comparables. Ce qu'on appelle en finance des comparables dans le jargon financier. L'idée est simple. Pour vraiment savoir si un ratio est bon ou mauvais, il faut le mettre en face de celui d'entreprises similaires. Par exemple, un bêta qu'on va voir en détail de 0,5 veut rien dire tout seul. Ou un ratio de Sharpe de 0,5 veut rien dire sans un comparable. Il faut comparer le positionnement avec une entreprise qui est similaire. Et ici, les comparables qu'on va utiliser sont Procter & Gamble, Unilever et Danone. Pourquoi ces trois-là? Parce qu'ils opèrent dans le même secteur, la consommation de base. Des produits du quotidien que les gens achètent, peu importe la conjoncture économique. P&G, c'est Gillette, Pampers et plein d'autres entreprises. Unilever, ils ont Dove, Knorr, Hellman, plein d'autres. Danone, clairement, Evian, Activa et plein d'autres aussi. Ce sont des géants mondiaux avec des marques fortes, une clientèle fidèle et un modèle économique structurellement assez proche de celui de Nestlé. Ils ne sont pas identiques, bien sûr. Nestlé est peut-être plus diversifié, plus grande, plus exposée au marché émergent, en Suisse aussi, mais ils sont suffisamment proches pour avoir une vraie comparaison. Et c'est exactement ça qui rend les comparables utiles en finance. Ça te permet de voir si Nestlé est bien ou mal valorisé, plus ou moins risqué, mieux ou moins bien récompensé par rapport à des entreprises qui évoluent dans le même environnement. Pour voir les revenus alors, environ 90 000 francs de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 pour Nestlé, c'est en léger recul comme on l'a vu avant. Croissance organique, c'était vraiment bas à vers 2%, maintenant c'est autour de 3% et c'était vraiment un point bas avant. C'est loin bien sûr des 7% des années précédentes, mais la direction vise un retour progressif et une croissance pour leur chiffre d'affaires aussi sur le moyen terme. En termes de la rentabilité de la boîte, la marge opérationnelle tient autour de 17% et le free cash flow, donc c'est le cash réel généré après les investissements, reste assez élevé et assez stable. C'est une des forces structurelles de Nestlé que même les années difficiles n'ont pas vraiment entamé. Ensuite, pour les dividendes, alors Nestlé verse des dividendes depuis plus de 60 ans et les augmente année par année depuis plus de 29 ans consécutifs. Et le rendement tourne autour de 4%, 3% au cours actuel. Et même dans le contexte difficile de ces 2 dernières années, cet historique n'a pas bougé et ça dit quelque chose quand même sur leur gestion. Maintenant, la performance historique de Nestlé. Sur le long terme, Nestlé a généré autour de 7 à 9% annualisé avec les dividendes inclus. Et là, avec l'action à la moitié de son pic d'il y a quelques années, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une opportunité ou un problème structurel? Et c'est ce qu'on va continuer d'analyser. D'abord, il faut voir la volatilité, le bêta.
Parce que pour mesurer la volatilité d'une entreprise, quelque chose qu'on peut utiliser, c'est le bêta en finance. Le bêta, c'est une mesure qui compare le mouvement d'une action à celui du marché dans son ensemble. Un bêta de 1 veut dire que l'action bouge exactement comme le marché en moyenne. Si le marché monte de 10%, l'action monte de 10%. Si le marché chute de 10%, l'action chute de 10%. Très simple. Si le bêta est en dessous de 1, l'action est moins volatile que le marché. Au-dessus de 1 veut dire que c'est plus volatile que le marché. Nestlé est à environ 0,51. Donc le marché chute de 10%, Nestlé devrait baisser de seulement 5%. Et si on compare ça, ce bêta avec les comparables, Procter & Gamble a un bêta de 0,34. Ce qui s'explique parce que P&G est encore plus concentré sur des produits du quotidien très récurrents comme des produits d'hygiène et de nettoyage qui sont des choses que tu achètes peu importe ce qui se passe dans l'économie. Le bêta de Unilever est autour de 0,26, donc encore plus défensif, avec une grande partie de ses ventes dans des marchés émergents où la demande est structurellement assez stable. Si on regarde le bêta, Nestlé est beaucoup plus volatile si on compare avec les trois entreprises, mais ça reste quand même à la moitié de la volatilité du marché. Ce que ça veut dire pour toi concrètement, si tu investis dans ce genre d'entreprise, tu as moins de stress s'il y a des corrections de marché, mais aussi moins de gains quand le marché va monter assez fort. Et c'est un peu le profil classique d'une action défensive qui va peut-être correspondre à quelqu'un qui est prêt à prendre moins de risques. Donc, on a vu le risque, maintenant la performance. Risque, rentabilité, on le dit toujours. En termes de performance, comme je l'ai dit avant, de 7 à 9% annualisé sur le long terme, on l'a déjà dit, mais il faut être assez honnête, cet historique a été construit sur des décennies. Ces 2 dernières années ont clairement cassé la tendance. Le vrai test pour le CEO aujourd'hui, c'est de savoir si Nestlé peut revenir à ce rythme ou si la croissance structurelle est durablement plus basse maintenant dans cet nouvel environnement. Donc, bêta de 0,5, performance historique d'autour de 7%, mais là, 2 années qui sont moins performants. Maintenant, on va voir le ratio de Sharpe. Et c'est quelque chose qu'on utilise pour savoir si on est bien récompensé pour le risque qu'on va prendre avec un investissement. Donc, on a parlé de la performance, on a parlé de la volatilité, on peut parler maintenant du ratio de Sharpe. C'est un indicateur qu'on utilise beaucoup en finance et ça va combiner ces 2 éléments. L'idée derrière est simple. Pour chaque unité de risque que tu prends, combien est-ce que tu es récompensé? Je ne vais pas entrer dans toute la formule mathématique ici. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire, je peux partager ou je peux faire une vidéo dédiée sur ce sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus le Sharpe ratio est élevé, mieux c'est. Tu prends du risque et tu es bien rémunéré pour ça. Nestlé affiche un Sharpe long terme d'environ 0,51. Procter & Gamble est autour de 0,55, Unilever autour de 0,45 et Danone autour de 0,35. Donc, Nestlé se positionne bien dans le haut du secteur. C'est solide pour un profil défensif et ça performe mieux avec ce métrique-là que les autres entreprises. Mais acheter une bonne action ou une bonne entreprise trop chère, c'est quand même une mauvaise décision d'investissement. Donc, on va regarder les ratios et surtout comparer avec les ratios des concurrents directs. Le PE d'abord, donc le PE c'est le Price to Earnings Ratio et c'est combien tu payes pour un franc de bénéfice. Si le PE est de 20, tu payes 20 francs pour 1 franc de profit annuel. Nestlé est actuellement autour de 20 à 22 fois les bénéfices. Procter & Gamble est autour de 22 fois, Unilever autour de 20 et Danone autour de 20 aussi, 20-23. Donc Nestlé est dans la moyenne de ses pairs sur ce ratio PE. C'est ni cheap, ni peu cher, ni excessivement cher non plus. Le VE EBITDA maintenant, c'est le ratio que les analystes et les banquiers d'affaires utilisent vraiment et c'est important de comprendre. Donc le VE, c'est la valeur d'entreprise, ce n'est pas juste la capitalisation boursière, c'est le prix réel que tu paierais pour racheter toute l'entreprise avec la dette aussi. Ensuite, le EBITDA, c'est le bénéfice avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement. Ce que ça veut dire, c'est que c'est ce que le business génère vraiment de ses opérations avant tous les effets comptables et financiers.
Pourquoi c'est plus utile que le PE? Parce que c'est beaucoup plus neutre. Si deux entreprises ont des niveaux d'endettement différents ou des taux d'imposition différents, le PE ne te permet pas vraiment de les comparer correctement. Le VE EBITDA, lui, te donne une image beaucoup plus propre. Donc là, c'est quoi le VE EBITDA de Nestlé? Autour de 13,5 à 14,5 fois l'EBITDA. Procter & Gamble est à 15,5, Unilever à 12,5 et Danone autour de 11. Et pour comprendre la médiane du secteur Consumer Goods, ça tourne autour de 10, donc 10 fois. Ce que ça veut dire, c'est que Nestlé se négocie avec une prime par rapport à la médiane du secteur. C'est logique vu la qualité des marques et l'historique aussi de ces dividendes, mais aussi légèrement moins cher que P&G et plus cher que Danone. Et surtout, il y a 2 ans, elle se négociait à plus de 25 fois l'EBITDA, donc c'était assez survalorisé si on voit ces ratios-là. Aujourd'hui, à 14 fois l'EBITDA, la valorisation est nettement plus raisonnable que ce que c'était avant. Parce que 25 fois l'EBITDA dans ce genre d'industrie où les concurrents directs ont autour de 15, c'est vraiment quelque chose qu'il faut payer de plus pour acheter cette action. Et donc là, on peut potentiellement se dire que ça s'est stabilisé avec le temps. Et ça, c'était l'analyse plus quantitative. Mais en finance, il faut aussi comprendre le business et il faut comprendre les analyses qualitatives aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'analyser le business model et regarder différents piliers qui sont importants pour nous. Pour juger si Nestlé est vraiment une bonne entreprise, alors on a un cadre d'analyse qui a fait ses preuves sur des décennies. Warren Buffett, c'est l'homme qui a construit un des plus grands empires financiers de l'histoire en appliquant un principe simple. Acheter des entreprises extraordinaires à un prix raisonnable et les garder très longtemps. Son approche est devenue une référence pour les investisseurs du monde entier en finance parce qu'elle est à la fois rigoureuse mais aussi compréhensible. Son cadre repose sur quelques principes fondamentaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les appliquer directement à Nestlé, nous-mêmes en tant qu'investisseurs particuliers, investisseurs privés en Suisse. Le premier principe, c'est simple, le business doit être compréhensible. Donc Nestlé fait quoi? Nestlé vend des produits alimentaires du quotidien dans plus de 180 pays. On comprend comment ils gagnent de l'argent, pas besoin d'être analyste pour saisir le modèle économique. Deuxième principe, c'est que l'entreprise doit avoir un fossé concurrentiel durable. On appelle ça un moat. C'est ce qui protège une entreprise de ses concurrents sur le long terme. Pour Nestlé, ce fossé est multiple. Des marques mondialement reconnues avec une loyauté client forte essaye de lancer par exemple un concurrent direct à Nespresso sur le premium ou de café ou à Purina sur le pet care, ça va être très difficile. Donc ils ont un réseau de distribution mondial que très peu d'entreprises peuvent répliquer. Des économies d'échelle massives dues à sa taille, aussi sur les matières premières qu'ils vont utiliser pour construire leurs produits, pour créer leurs produits. Et aussi des habitudes de consommation profondément ancrées. Tout le monde connaît son Pellegrino. Si on a soif, il y a grande chance qu'on va acheter une bouteille. Mais tout ça ensemble, c'est un mot réel. Ça fait partie de notre analyse plus qualitative. Ensuite, le troisième principe, c'est le pricing power. Ça veut dire le pouvoir de fixer des prix. La capacité d'augmenter des prix sans perdre des clients. En 2022 et 2023, Nestlé a augmenté ses prix de 7 à 8%. Les volumes ont légèrement baissé, mais les gens continuent à acheter du Nescafé plus cher. Et c'est exactement le pricing power. Et c'est un des critères les plus importants pour évaluer la qualité d'un business. Quatrième principe, un management capable et honnête. C'est là que Nestlé marque des points, mais aussi pas mal de doutes. L'historique long terme, donc plus de 29 ans de dividendes croissants, des décisions d'allocation du capital rationnel, mais si on regarde plus court-termiste, les 2 dernières années ont relevé des fragilités de gouvernance réelles. 3 CEO en 2 ans, c'est beaucoup et ce n'est pas le signe d'une organisation parfaitement qui tourne parfaitement. Et le CEO aujourd'hui hérite une situation complexe et son bilan reste à construire. Le 5e principe, c'est une valorisation raisonnable. Warren Buffett a une phrase pour ça. Il dit qu'il préfère une entreprise extraordinaire
à un prix correct, à une entreprise correcte, à un prix extraordinaire. Et j'aime bien cette mentalité. Si on voit les 5 critères que je viens d'écrire, Nestlé pour moi passe 4 de ces 5 principes sans problème. Et le point difficile, c'est un peu la fragilité de management. Pas sur la qualité historique, mais sur les turbulences récentes de 2 ans. Et ça mérite vraiment d'être intégré dans ta réflexion. À maintenant, aujourd'hui, 14 fois l'EBITDA, après une correction de près de 50% depuis 2022, Nestlé aujourd'hui a un niveau de valorisation qu'on n'avait pas vu depuis 10 ans. Ce n'est pas donné, mais c'est nettement plus accessible qu'avant pour un investisseur suisse comme vous. Mais un autre élément à comprendre avant d'investir dans Nestlé, c'est où est-ce que l'entreprise fait vraiment son argent dans le monde. Et là, il y a quelque chose qui surprend souvent les gens parce que plus de 98% du chiffre d'affaires de Nestlé est réalisé hors Suisse. Et ce que ça veut dire, c'est vraiment une entreprise suisse alors. Les Amériques représentent environ 48% du CA, l'Europe 27% et l'Asie avec le reste du monde autour de 25%. C'est aussi intéressant de voir les produits phares selon les différentes régions. Et ça reflète aussi la capacité de Nestlé à s'adapter aux marchés locaux. En Amérique du Nord, leur plus grande entreprise, c'est Purina, le pet care et une vraie machine à cash aux États-Unis. Les Starbucks de Nespresso aussi, Coffee Mate et des marques de nutrition comme Gerber aux États-Unis. En Europe, Nescafé et Nespresso dominent aussi, KitKat est un best-seller au Royaume-Uni et Maggi aussi est une référence dans les cuisines européennes. Leur gamme Maggi Magic Asia est d'ailleurs très bien développée pour capter la demande de cuisine asiatique accessible. En Asie du Sud-Ouest et en Chine, c'est Milo, la boisson chocolatée maltais qui est une icône culturelle dans plusieurs pays là-bas, avec bien sûr Nescafé et la nutrition infantile qui sont très populaires aussi. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que Nestlé, ce n'est pas une action suisse. C'est une action mondiale qui se négocie en francs suisses, qui a leur bureau en Suisse, aussi des bureaux partout dans le monde. Mais si la consommation ralentit aux États-Unis ou en Chine, Nestlé va le ressentir directement et alors votre portefeuille aussi, si bien sûr vous achetez l'action. Mais avant d'investir, il faut comprendre quelque chose aussi. Parce que Nestlé est coté en francs suisses. Si tu investis depuis l'étranger, le taux de change joue un rôle dans ton rendement réel. Pour les dividendes en Suisse, ici, on est soumis à l'impôt anticipé de 35%. Si bien sûr tu déclares correctement, tu peux récupérer cet impôt. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique exactement comment récupérer les impôts sur les dividendes et le lien est dans la description aussi. Pour la façon d'investir concrètement, la voie la plus directe, c'est d'acheter l'action NESN sur la SIX via un broker comme DEGIRO, Interactive Brokers, Swissquote, etc. Les ETF SMI ou SPI te donnent aussi une exposition automatique à Nestlé sans devoir acheter l'action en direct. Et même si tu as un pilier 3A, il y a grande chance, ou pilier 3 en action plutôt, il y a grande chance qu'il y a le SMI dans le pilier 3A et donc une exposition à Nestlé aussi déjà dans le pilier 3A. Donc il faut comprendre où on est exposé à l'entreprise pour comprendre à quel point on est prêt à s'exposer au risque qui est lié avec cette entreprise aussi. Est-ce qu'on veut doubler Nestlé en l'ayant dans notre pilier 3A, dans le SMI et aussi comme une action dans notre portefeuille? Si on a les convictions, on peut sûrement le faire. Mais il y a aussi une autre manière d'acheter l'action sans passer par la Suisse. Parce que si ton broker ne donne pas accès à la bourse suisse ou si tu veux investir en dollars, tu peux passer par le ticker NSRGY sur le marché américain. Et là, c'est une question qui revient souvent et c'est comment est-ce qu'une même entreprise peut avoir deux actions cotées en bourse en même temps. Et en finance, c'est ce qu'on appelle un ADR, American Depository Receipt. Concrètement, une banque américaine achète un grand nombre d'actions de Nestlé, de NESN en Suisse, les détient en dépôt et émet en échange des certificats en dollars sur le marché américain et c'est NSRGY. Donc si tu l'achètes, tu achètes indirectement une fraction d'une action Nestlé Suisse, mais tu le fais en dollars
et depuis ton broker américain par exemple. C'est pratique, mais il y a quelques différences à connaître. Le cours peut légèrement varier à cause du taux de change dollar-franc et le traitement fiscal des dividendes peut être différent selon ta situation et ton pays de résidence aussi. Mais il y a aussi des risques bien sûr. Et le premier risque, c'est l'inflation des matières premières. Le café, le cacao, le lait. Quand les prix montent, les marges de Nestlé sont sous pression. Et Nestlé a montré qu'elle peut répercuter ses coûts, mais pas sans friction avec les consommateurs. Les 2 dernières années nous le montrent clairement. L'évolution des habitudes alimentaires est un risque plus structurel. On a la tendance healthy et la méfiance aussi vis-à-vis des produits ultra transformés qui touchent directement certaines catégories de Nestlé sur le long terme. Si on parle des risques, on ne peut pas parler du fait qu'ils ont eu l'instabilité avec 3 CEO en 2 ans, les scandales opérationnels et un programme de restructuration massif. C'est réel, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette instabilité est probablement déjà intégrée dans le cours de l'action aujourd'hui. Le marché le sait, les investisseurs sont prudents et c'est en partie pour ça que l'action est à la moitié de son pic de 2022. La vraie question, ce n'est pas de savoir si l'instabilité existe. Elle existe, on le sait, on le voit. Mais c'est de savoir si le CEO peut exécuter le plan de retournement pour Nestlé. Et ça, c'est quelque chose que les prochains trimestres vont nous dire. Après, ils ont aussi eu des controverses en termes de gestion d'eau, nutrition infantile dans des pays en développement, filière cacao. Ce sont des sujets documentés et réels. Maintenant, il faut aussi les mettre en perspective. Nestlé, c'est plus de 2000 marques dans 180 pays. C'est une organisation immense. Et comme dans toute grande organisation, certaines divisions sont mieux gérées que d'autres. C'est normal. Purina sur le pet care n'a pas les mêmes enjeux ESG que la division d'eau en France. Nespresso n'a pas les mêmes que la division nutrition infantile non plus. Donc si tu te bases uniquement sur les controverses pour rejeter l'investissement, tu risques de jeter toute l'entreprise pour juste les problèmes d'une petite partie. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas ignorer ces sujets. Il faut les connaître, il faut les comprendre, mais il faut aussi les contextualiser. Si l'investissement responsable est un critère important pour toi, c'est quelque chose à intégrer dans ta réflexion, dans tes analyses, mais ce n'est pas nécessairement un blocage absolu pour une entreprise qui a plus de 2000 marques par exemple. Mais traditionnellement, Nestlé, c'est une valeur défensive, un stabilisateur dans un portefeuille, surtout pour un investisseur suisse qui est plus familier avec l'entreprise. Mais c'est une entreprise aussi qui verse des dividendes depuis plus de 60 ans et qui résiste mieux que la moyenne quand les marchés corrigent. Et ça reste vrai structurellement. Mais avec tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est difficile de dire que c'est une valeur défensive à 100% dans le contexte actuel. Il y a eu trop d'instabilité ces 2 dernières années pour présenter ça comme une certitude tranquille, surtout avec une perte de 50% de l'action. Par contre, ce que je vois, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que c'est quand même une opportunité. Pas pour tout le monde, mais pour ceux qui croient dans le business model, dans les fondamentaux qu'on a analysés ensemble, les ratios, et dans la capacité du nouveau management, du CEO, à relancer la croissance par les volumes plutôt que par les prix, comme il a dit. Parce que c'est exactement ça le pari aujourd'hui. Est-ce que Nestlé peut retrouver des volumes positifs sans avoir besoin d'augmenter les prix? Si la réponse est oui, alors à 14 fois l'EBITDA avec une correction de 50%, tu achètes une des meilleures marques alimentaires au monde à un prix qu'on n'avait pas vu depuis plus de 10 ans. Personnellement, avec mon profil de risque, j'ai renforcé ma position sur Nestlé récemment pour exactement ces raisons. Pas parce que je connais Nescafé ou KitKat ou parce que j'adore San Pellegrino, mais parce que les chiffres, les analyses que j'ai fait et le niveau de valorisation actuel me semble justifier ce pari sur le long terme. Mais encore une fois, c'est ma situation, ma conviction, mon horizon d'investissement, mes analyses de diversification de mon portefeuille. Mais ce qui compte, c'est que ta décision soit basée sur la même rigueur d'analyse et pas juste sur la familiarité avec la marque ou avec Nescafé, Nespresso, etc. Nestlé, c'est une entreprise avec des fondamentaux solides, un moat réel comme on l'a vu dans cette vidéo, 29 ans de dividendes croissants et une valorisation aujourd'hui beaucoup plus raisonnable qu'elle a été depuis plus de 10 ans. Ce que je veux te laisser comme réflexion aujourd'hui, et pour toute marque,
C'est est-ce que tu vas investir dans Nestlé parce que tu connais les marques, parce que tu as marché à VV sur Avenue Nestlé ou parce que tu comprends vraiment ce qui se passe dans l'entreprise aujourd'hui. Et ça pour toute entreprise, Coca-Cola, Apple, etc. La différence entre ces deux approches, c'est souvent la différence entre investir et spéculer. Pour mieux comprendre comment construire une vraie approche d'investissement, regarde les liens que j'ai mis dans la description. Comme j'ai dit au tout début de cette vidéo, j'ai une masterclass gratuite sur exactement comment mettre en place une stratégie hybride pour un portefeuille pour un investisseur en Suisse. Et dis-moi aussi en commentaire quelle action est-ce que tu veux qu'on analyse ensemble dans une prochaine vidéo. Abonne-toi aussi si tu ne fais pas encore partie de cette communauté d'investisseurs en Suisse. Like la vidéo si ça t'a apporté quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant. Et sinon, à très bientôt pour une nouvelle vidéo financière.